Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Mon invité aujourd'hui, Dr Élise Berger-Pelletier, que j'ai reçu dans le passé. Deux sujets aujourd'hui. Dans un premier temps, l'organisation des soins dans la région de Québec et dans un deuxième temps, le tsunami gris, soit les effets sur le système de santé de l'inversion de la pyramide démographique au Québec. En écoutant mon invité, vous constaterez à quel point cette situation va mettre un stress énorme sur les ressources financières et les ressources humaines du Québec au cours des prochaines décennies. Je suis certain que vous allez apprécier fortement cet épisode. Je tiens à souligner que le tout a été enregistré à l'automne 2024, soit avant la mise en application du projet de loi 15, ce qui change un peu l'organisation des soins, mais ne dénature d'aucune façon les propos de mon invité d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute. Élise, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Une femme occupée, donc... Comme toi. Ben, en fait, on dit que si on veut faire quelque chose dans la vie, on demande à quelqu'un d'occuper. C'est tout à fait vrai. Je pense qu'on s'est dit ça la dernière fois, d'ailleurs. Oui. Alors, beaucoup de changements depuis la dernière fois, lorsqu'on s'est parlé. Donc, quand on s'est parlé la dernière fois, tu n'étais même pas à l'hôpital Laval? Non. Court passage et maintenant directrice des services professionnels du CIUS de la capitale nationale. Oui, donc quand on s'est parlé la première fois, j'étais encore au CHUM, en fait. Je faisais de la consultation avec tout le volet recherche appliquée en intelligence artificielle. Mais dans les cordes à mon arc qui me manquait, il y avait la gestion en établissement. Fait que je caressais le rêve quand même de devenir DSP à un moment donné ou à un autre. Fait que oui, j'ai eu la chance d'être quelques mois à l'Institut cardio. Mm-hmm. Et l'amour de la première ligne, je pense, m'a rapatriée vers le CIUS Capitale Nationale. Donc là, je suis là depuis janvier et très heureuse de l'être. Dis-moi, pour nos auditeurs qui connaissent moins le réseau de la santé, c'est quoi un DSP? Ah, c'est une bonne question. C'est défini par la loi, en fait, le rôle du directeur des services professionnels. Et tout ça va changer le 1er décembre. Donc, ça, c'est des beaux défis qui s'en viennent avec l'application de la nouvelle loi e-Santé Québec. Grosso modo, c'est le gestionnaire qui s'occupe des médecins et aussi dentistes et pharmaciens. Là. Donc, c'est comme les trois qui sont ensemble dans le fameux CMDP, le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens. Moi, mon rôle, c'est l'organisation des ressources, l'organisation des services, l'accès aux soins, c'est gros, là. Oui. Quand on lit la loi puis on regarde le rôle d'un DSP, ça donne un peu le vertige. Et moi, donc, je m'occupe avec tous les médecins sous ma responsabilité, justement, que la population a accès au sein de l'établissement via
les rôles qui sont définis, comme je viens de le mentionner. Il y en a qui disent que tu es le boss des docteurs en bon français et en bon québécois, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'un médecin, c'est un travailleur autonome qui signe des privilèges pour travailler en hôpital. Pour l'instant, encore. Mais... Exact. Okay, ouais. Mais mon objectif, en fait, c'est vraiment de travailler, puis c'est ce que j'aime, puis c'est ce que je découvre depuis que je suis DSP, c'est vraiment de travailler avec mes médecins à se mobiliser, à s'impliquer, à ne pas bafouer la fameuse co-gestion, là. Ça prend des docteurs qui s'impliquent. Il y a beaucoup de littérature sur l'importance d'avoir des médecins dans les organisations. C'est vraiment comme ça que je le vois, mon rôle. On en avait parlé la première fois, là, du rôle des médecins gestionnaires, puis à certains égards de leur incompétence, là, je mets ça entre guillemets, donc les gens qui sont intéressés pourront écouter là, lors de l'épisode intérieur. Le CIUS, la capitale nationale, encore une fois, là, c'est un enjeu local, mais provincial aussi par rapport au CHU de Québec. Ouais. Il y a certains enjeux, notamment au niveau j'ai en tête la psychiatrie, la gériatrie. Ouais. Donc, moi, comme clinicien du CHU de Québec, c'est toujours un peu surprenant de savoir que certains gros volets de la pratique médicale ne sont pas à l'intérieur du CHU de Québec. J'aurais aimé être un petit oiseau et voir comment il y a eu ces négociations-là en 2015, sincèrement, parce que avec le recul, avec un œil externe, on peut se poser certaines questions, mais oui, dans le fond, toute la grande région de Capitale-Nationale qui est de Portneuf à Charlevoix, il faut le mentionner, on a quand même 2 secteurs plus ruraux que le Québec métro. Donc, ça a été divisé en tartes régionales. Donc, le CIUS Capitale-Nationale a effectivement Portneuf, tout l'ensemble de Portneuf, Charlevoix, tout l'ensemble de Charlevoix. Et dans Québec métro, ça a été divisé. Il y a l'Institut de cardio, donc qu'on appelle affectueusement encore l'hôpital Laval, qui est resté complètement autonome. Puis après ça, quand ils ont regardé le reste des services, bien là, tout ce qui est hospitalier, donc le CHU de Québec comporte les 5 gros hôpitaux, puis le CIUS Capitale-Nationale a eu tout le reste. Donc, l'Institut de réadaptation, l'Institut de santé mentale, qu'on appelle affectueusement Robert Giffard, soins longue durée, puis tout ça, et quelques spécialités. Donc, tu parlais gériatrie, physiatrie, psychiatrie, sont les 3 gros départements de la médecine spécialisée dans le CIUS Capitale-Nationale. Fait que c'est une drôle de délimitation. C'est un mariage parfois qui est difficile dans le quotidien parce que les patients, eux, que tu sois dans le CHU ou dans le CIUS, ils s'en foutent un peu. L'objectif, c'est qu'il y ait une trajectoire qui soit fluide puis que ce soit le plus simple pour eux. Puis c'est pas toujours le cas, entre autres parce que en termes de loi, on peut pas se transmettre l'information, les données médicales, là, ça s'améliore et ça va s'améliorer avec la loi 5, mais clairement, on a encore des croûtes à manger. Est-ce qu'on pourrait imaginer, à moyen terme, de voir réapparaître un hôpital communautaire à Québec? Géré par le CIUS de la Capitale-Nationale. Parce que selon moi, c'est un enjeu majeur de ne pas avoir d'hôpital communautaire à Québec. Pour plusieurs raisons, là, mais notamment par le fait que ça fait rentrer dans une structure trop lourde des patients qui ont des pathologies tout à fait bénignes. Là. Je donne toujours l'exemple du jeune de 25 ans qui a une hernie inguinale, qui est vu par un de mes collègues en chirurgie hépato-biliaire à l'Hôtel-Dieu de Québec via le CRDS, et que ce patient-là passe à travers une structure pour aboutir dans une salle d'opération, dans un centre d'oncologie tertiaire. Tu diras que j'ai pas de notion de gestion, mais ça m'apparaît inutile, obsolète, nuisible pour le patient en termes d'attente. Donc, bref, je sais que tu as peut-être un petit devoir de réserve. J'ai un petit devoir de réserve, en effet. Mais ceci dit, c'est une bonne question. Puis toute l'approche communautaire en milieu urbain, tu sais, mon passé de ministère me dit... C'est pas juste Québec qui a ce problème-là, Montréal, là aussi. Donc, le même patient de 25 ans qui va au CHUM exactement dans la même trajectoire, mais qu'est-ce qu'il fait au CHUM, qui est un hôpital tertiaire quaternaire? C'est la même chose dans l'ensemble du réseau, particulièrement dans nos milieux urbains. Le fait qu'on soit en ruisse, puis tout ça aussi... Mais à Montréal, il y a des hôpitaux communautaires. Oui, mais présentement, on a quand même certains enjeux de fluidité, puis on a certains enjeux de qui doit être hospitalisé où, quand, comment. On va se parler dans quelques instants de la population gériatrique. Notre clientèle âgée, elle n'est pas nécessairement bien desservie dans un hôpital tertiaire quaternaire si elle a un besoin de soins primaires. Une chute puis une fracture de hanche, on le sait,
c'est pas juste au Québec, là, les délais de séjour sont plus longs si tu es hospitalisé dans un hôpital tertiaire quaternaire, juste parce qu'on a tendance à vouloir surinvestiguer. Trop médicalisé, juste parce qu'on a le billet, en fait. On est habitué de voir des choses, des pathologies rares, extrêmement complexes, alors on n'est pas habitué à faire des soins primaires. Fait que c'est une excellente question. Écoute, peut-être qu'il y a des décideurs qui vont faire autrement dans la région de Québec, on verra. C'est drôle ce que tu dises cela, parce que j'ai eu Dr Félix Pajot en entrevue récemment. J'ai mis l'épisode en ligne ce matin, donc pour parler un petit peu d'aide médicale à mourir, de gériatrie, puis il me disait que lui, quand il a fait la transition du programme de médecine interne vers le programme de gériatrie, les professeurs ou les enseignants ont dit au début, Félix, arrête, là, tu sais, c'est pas de la médecine interne, c'est de la gériatrie, là. On investigue moins, on s'occupe plus de la personne que de la maladie, donc ça rejoint peut-être un peu ce que tu dis là à certains égards, donc... Mais ce qui est illogique, on devrait toujours s'occuper de la personne, peu importe. Tout à fait. Mais tu as raison, ceci dit, puis on le voit, écoute, on le voit dans notre quotidien comme clinicien, je le vois comme dans mon quotidien de gestionnaire aussi. C'est vraiment quelque chose qui, la bascule dans les 25 prochaines années va être importante, puis tu as raison, toute l'approche communautaire, l'approche médecin à domicile, tu sais, qui était... recul d'il y a 2 générations. Là, je veux dire, les médecins allaient à domicile. Là, on n'y va presque plus parce que la médecine s'est complexifiée. On se dit, on peut pas faire de médecine sans prise de sang, sans examen de radiologie. Mais là, tranquillement, je pense qu'on va retourner vers quelque chose qui est plus hands-on. On va dire ça comme ça. Peut-être que l'intelligence artificielle va jouer un rôle là-dedans. Donc, Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. On voulait parler aujourd'hui du tsunami gris. Les médias sociaux, c'est extraordinaire, donc... LinkedIn, pour ne pas le nommer, où tu vas faire un petit commentaire sur le tsunami gris. Oui. Donc, d'abord, est-ce que c'est un terme qui est politically correct, le tsunami gris? J'ai vu certaines personnes sourciller lorsqu'on utilise ce terme-là. Écoute, en 2024, il y a un élément de tempête ou il y a un élément de menace associé. Ah oui. En fait, c'est que le Québec a quand même une démographie qui est exceptionnelle. Je pense le tsunami, tu sais, la vague. En fait, moi, c'est plus l'image mentale de voir la vague de population gériatrique arriver. Donc, c'est plus comme ça, je le vois. Donc, si ça peut choquer des gens, et probablement que ça en a choqué. Mais moi, c'est vraiment comme ça, c'est de voir le Québec est unique au monde pour ça. Mm-hmm. On parle beaucoup du Japon quand on parle de population âgée gériatrique, mais reste que eux, c'est une croissance constante versus nous, c'est vraiment une vague qui va déferler. Fait que là, on voit les statistiques, là, mais c'est impressionnant. Ça donne vraiment, j'utilise encore le mot vertige, mais ça donne vraiment le vertige quand on voit ça. J'ai sorti certaines statistiques qui sont issues d'un rapport qui s'appelle Horizon 2040, projection des impacts de soutien à l'autonomie au Québec, là, que je te présente. Donc, les statistiques que tu vois à l'écran devant toi. D'abord, un peu pour... on parle souvent de 2040, là, mais j'ai vérifié, en 2040, on va être à peu près 9,5 millions au Québec. Donc, puis on voit qu'on a passé, d'après ce que je comprends, tu me corrigeras, mais on est en train de passer le cap où il y a plus de personnes au Québec âgées de 65 ans et plus qu'il n'y a de personnes mineures. Exact. On est bien d'accord avec ça? On est entièrement d'accord. Et si on continue un peu, donc, si on regarde un des tableaux issus de ce rapport, l'évolution du nombre de personnes de 65 ans et plus pour l'ensemble du Québec, donc c'est en milliers, tu me corrigeras encore une fois, mais on comprend qu'en 2040, sur 9,5 millions d'habitants, il y aurait au-dessus de 2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. C'est bien la compréhension. On a la même analyse de ce fameux rapport. Et si on poursuit,
Ça, c'est le nombre de personnes qui ont des besoins de soutien à l'autonomie. Donc, encore une fois, selon les dates. Donc, en 2040, on serait à 750 000 personnes. Oui, en fait... Là, on parle d'abord, si on parle de soutien à l'autonomie, oui. On parle de... Puis ce rapport-là est exceptionnel. La commissaire et toute l'équipe de recherche a fait un travail magnifique. En fait, quand le fameux ISO-SMART, là, ça mange quoi en hiver? Ça, c'est des chartes pour dire est-ce que je suis capable d'aller me brosser les dents seule? Est-ce que je suis capable de faire mon rapport d'impôt seul? Est-ce que je suis capable de prendre soin de ma personne? Etc., etc. Il y a des critères qui sont au niveau moteur. J'ai fait un AVC, je suis paralysée, je ne peux plus me déplacer seule. Puis il y a des éléments qui sont au niveau cognitif, justement. La démence, etc. Donc, je suis capable de prendre soin de moi-même ou de mes biens personnels. Puis quand on regarde, là, ça, c'est les chiffres absolus, mais en relatif, c'est 70 % d'augmentation entre 2023 et 2040. 70 % d'augmentation de gens qui ne seront plus capables d'être pleinement autonomes. Fait que là, on a deux conjonctures fascinantes. C'est qu'on a la démographie, donc l'âge, là, bien brut, où les gens, on va avoir une proportion de plus en plus importante de gens de 65 ans et plus. On s'entend de 65 ans pour toi et moi qui sommes cliniciens, 65 ans, ça ne veut plus rien dire. En fait, 65 ans, moi, les patients sont parfois surpris parce que les patients me disent, je vois un patient de 67, 68 ans, puis il me dit, je suis peut-être un petit peu trop âgé pour telle intervention. Je lui dis, écoutez, vous êtes jeune, vous. Exact. Donc, vous êtes jeune. Non, c'est ça. Mais mes parents ont récemment franchi le cap du 65 ans et plus, et moi, dans ma tête, ils sont en forme, etc. Puis pour moi, c'est encore jeune. Là. Mais on reste avec des vieux concepts, parce que moi, je vais avoir 55 ans bientôt. Je pense que j'ai le droit à toutes sortes de bénéfices. Oui, exact. Bravo! Mais merci. La petite carte là, avec les rabais, ça s'en vient. Là. Oui. Mais tu as raison, c'est qu'il y a un mismatch entre encore nos vieilles définitions, si je peux me permettre, de 65 ans, 55 ans, et ce qu'on voit dans la réalité où on voit des gens pleinement autonomes à 65 ans. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ce qui est intéressant, c'est que pour moi, quand je regarde, mettons, l'espérance de vie, là, j'ai les chiffres devant moi. Au Canada, on parle de 82 ans chez la femme, 76,9 ans chez l'homme. Puis il y a une différence. Pour moi, c'est là où je commence à parler plus de personnes âgées ou quelque chose comme ça. C'est quand on se rapproche vraiment de la moyenne d'espérance de vie ou quand on a, comme on voit, là, les fameux profils, quand on a des incapacités importantes, mais on peut avoir des incapacités à 38 ans aussi. C'est pas une question d'âge. Mais conclusion, on a donc la démographie qui va vraiment, la fameuse vague des baby boomers qui vont arriver là, vers un âge vénérable. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que l'espérance de vie en santé, elle, a relativement peu augmenté. Donc là, on va avoir des gens de plus en plus vieillissants et des gens de moins en moins autonomes. Et quand on regarde ça bien froidement, et encore une fois, on ne veut pas froisser personne, mais quand on regarde juste les chiffres, là, puis on est très cartésien, la pression que ça va mettre sur les familles puis le réseau de la santé, c'est absolument phénoménal. Fait que c'est là où on se dit, moi, c'est ce qui fait que je m'implique beaucoup en gestion, entre autres, outre le volet de mobiliser mes docteurs, c'est le fait de voir les défis qu'on a à gérer dans les 15 prochaines années au Québec. Si on ne change pas, ça ne fonctionne pas. Mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Mais moi, ça fait quand même un certain temps qu'on parle de... Oui. Ça doit faire au moins 15 à 20 ans, d'après moi, que j'entends Facilement. parler de ça. Puis, qu'est-ce qu'on a fait de façon concrète dans le réseau de la santé depuis 20 ans pour se préparer à ça? Je pense pas grand-chose de mon point de vue, mais... On a peu modifié. Je pense qu'il faut pas penser qu'on n'a rien fait. Parce que je pense que sûrement si pas, on était au même point qu'il y a 15 ans, clairement, on serait déjà beaucoup dans le pétrin. Okay. Tu vas me dire, on est déjà dans le pétrin, Élise. Je te dirais, effectivement, on ne répond pas à tous les besoins. Par contre, c'est que ça a été beaucoup sur de l'ajout de ressources, l'ajout de ressources humaines, entre autres. Est-ce qu'on a modifié tant que ça des pratiques puis des façons de faire? C'est là où je pense qu'il est la prochaine étape. C'est que là, avec la démographie, justement, on ne peut plus dire, OK, on va avoir des centaines et des centaines d'infirmières de d'autres pays qui vont venir prendre soin, ou des infirmières auxiliaires ou des préposés aux bénéficiaires. Juste ajouter du manpower, désolé l'anglicisme, c'est là où ça fonctionnera plus. Il faut revoir nos façons de travailler. Puis ça a commencé un petit peu, mais là, malheureusement ou heureusement, moi je vois ça de façon heureuse, on va devoir accélérer ça. OK. Mais dis-moi, pour qu'on comprenne bien les enjeux, est-ce qu'on peut définir une personne âgée? Toi, tu dis c'est en fonction de l'espérance de vie ou...
Tu as raison que c'est Puis difficile est-ce de dire... qu'il y a un risque de faire de l'agisme aussi? Donc, les sujets dont on discute aujourd'hui, ça pourrait froisser certaines personnes. Moi, j'imagine bien une personne qui m'écoute aujourd'hui qui a 80 ans qui va dire de quoi parle-t-il? Exact. Ben, en fait, donc, qu'est-ce qu'une personne âgée en 2024? Il n'y a pas de définition claire, hein? Parce que justement, tu parlais d'un collègue gériatre que tu as rencontré dans un autre podcast. Tu sais, la définition de la personne âgée, elle n'existe pas vraiment. Avant, c'était 65 ans, il y avait une coupure, mais clairement, 65 ans, c'est plus un bon critère. Est-ce que c'est quand on arrive vers 80-82, qui est l'espérance de vie moyenne? On pourrait dire ça. Maintenant, de plus en plus, c'est qu'on définit 3 types de vieillissement. Le vieillissement normal, le vieillissement anormal, donc accéléré, prématuré, ou l'inverse, la personne justement de 80 ans, mais qui a une santé exceptionnelle versus le Québécois moyen, qui est comme un vieillissement encore plus important, qui est encore plus sain que la normale. Fait que moi, je le vois comme ça. Puis là, où on met la définition de personne âgée là-dedans, bien sincèrement, je peux pas te le dire. Puis t'as raison, j'ai déjà, mettons, sur les réseaux sociaux, fait des commentaires, on m'a dit que j'étais un médecin paternaliste, que je comprenais rien. Puis je peux comprendre que ça froisse. L'affaire, c'est que c'est pas parce qu'on débat, on analyse, on essaie de comprendre qu'il faut se frustrer ou se sentir brimé. J'adore. C'est une des médecines que j'aime le plus faire, la médecine d'urgence, la médecine gériatrique. Puis je veux tellement le bien de ces gens-là qu'il faut le voir aussi dans la bienveillance. C'est pas parce qu'on réfléchit, toi puis moi, puis qu'on se dit c'est quoi une personne âgée, que ça veut dire qu'on part avec des idées préconçues ou des jugements de valeur ou quoi que ce soit. Puis là, c'est ça où il faut être délicat aussi. Mais lorsque l'on voit une personne âgée à l'hôpital, on ne la voit pas dans son meilleur élément. Exact. Et lorsqu'on voit une patiente, une patiente âgée hospitalisée, on vient de descendre encore d'un cran. Exact. Alors moi, expérience personnelle, il n'est pas rare qu'on soit demandé en consultation. L'exemple typique, une chute en orthopédie, fracture de hanche, sur une anémie, on fait la coloscopie, on trouve un cancer du côlon, puis parfois les résidents vont voir le patient, puis disent « ce patient-là n'est pas en état, là, on ne l'opérera pas, tout ça. Je dis, non. Je dis « qu'il retourne à la maison, on va le revoir dans 3 semaines. » Puis quand je le vois en clinique externe, autant, tu dis, la définition n'est pas si claire que ça. Lorsqu'on voit une personne d'un certain âge arriver en externe, c'est pas très long d'un point de vue clinique pour dire « OK, on a une personne en forme devant nous, en bon état général, ou on a quelqu'un qui a une fragilité. » Mais je pense comme tu le sais, il y a même des indices, la vitesse à laquelle les gens se lèvent, la capacité à se coucher sur une table d'examen. Donc, mais je pense que c'est vers là qu'on peut aller justement, puis c'est là où c'est très... il y a des éléments objectifs, mais c'est un peu subjectif parce qu'on revient à l'espérance de vie en santé. Je pense qu'on vient vraiment sur la qualité de vie, la capacité d'être autonome dans ses activités de vie quotidienne. Puis c'est là où je pense qu'il n'y a pas d'âge, où il n'y a pas de critères très précis, mais c'est plus un ensemble de facteurs qui définit une personne âgée frêle versus une personne âgée complètement en forme qui fait du vélo puis qui est probablement capable de courir plus vite que moi, là, parce que ça existe, c'est sûr. Mais tu as bien raison. Une des choses que j'ai lues cet été, absolument intéressante, puis j'en parle beaucoup parce que ça m'a fait un petit choc à la veille de mon anniversaire. Ça s'appelle « Le grand bordel de l'évolution ». C'est tout le volet de la biologie anthropologique. Donc, d'évaluer l'humanité en tant qu'espèce vivante au même titre qu'un crocodile puis une plante, là. Dans notre génétique, quand on regarde Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, vers où on évolue biologiquement, ce que j'ai compris, c'est que notre biologie est faite pour être en vie entre 35 et 45 ans, probablement. Là. L'espérance de vie d'un humain non en captivité occidentale, là, ce serait probablement ça. Là. L'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, c'était probablement son espérance de vie naturelle. Et donc, nos cellules dégénèrent à partir de cet âge-là. Donc, toi et moi, on dégénère, je te l'annonce en primaire. Moi, je m'en rends compte. Oui, moi aussi. Donc, ce qui fait que, une fois qu'on a compris ça, tu comprends que quand on est rendu à 80, ça fait 40 ans qu'on dégénère. Hein? Fait que ça fait 40 ans que notre corps est plus fait pour... Mais là, c'est la médecine, c'est le fait qu'on a découvert les bactéries, on s'est mis à se laver les mains, on a découvert... Bon, c'est tout ça qui fait que maintenant, on a une espérance de vie beaucoup plus longue que ce qui était dans la nature avant. Mais moi, ça m'a beaucoup... ça me fait pas sourire, c'est que ça m'a apaisé, où on dirait que j'ai vraiment vu ça différemment maintenant, le vieillissement, puis la collaboration que j'ai avec la clientèle âgée. Depuis que je sais ça, j'ai fait « bon ». Fait que tu sais, des fois, justement, on en a des 94, 95 ans
pétants de santé, qui font encore leurs activités, puis eux, on veut justement, puis on leur offre, mais des fois, ils vont te dire « Non, je la veux pas, votre colonoscopie, ça m'intéresse pas, moi, de le savoir, j'ai un cancer, j'en ai un, je vais mourir, j'ai eu une belle vie. Hein? » C'est là où on est vraiment dans l'individualisation de la médecine, c'est que chaque personne est différente. Mais au niveau anthropologique, peut-être qu'ils en parlent dans le livre, mais à ma connaissance, dans l'espèce animale, c'est lorsque l'espèce n'est plus en mesure de se reproduire. Tout à fait. Normalement, qu'on atteint l'espérance de vie, exact. Donc 40-45 ans. Donc, l'autre chose que j'ai apprise... C'est la femme, parce que c'est nous, on a une fin utile à la reproduction. Tout à fait. Mais tu as raison, c'est vraiment ça. C'est une fois que tu n'es plus utile à la reproduction, ton rôle est terminé. Exact. Bye-bye. J'ai appris une autre chose. Moi, cet été, il y a des études qui sont sorties sur l'expression « prendre un coup de vieux ». Oui. Ça existe. Donc, oui, j'ai vu ça, ces études-là. Autant on voit à l'adolescence, parfois les enfants quittent en mai, puis reviennent en septembre, puis là, ils grandissent de 12 pouces. J'en ai comme ça chez moi. Bon, ça grandit, mais le vieillissement, on a tendance à voir ça comme quelque chose de linéaire, puis semble-t-il que ce n'est pas vrai. Oui. On peut prendre un coup de vieux pour toutes sortes de raisons, et donc ça existe. Et l'image que j'ai toujours en tête, moi, ce sont les présidents des États-Unis. Oui. Ces gens-là prennent un coup de vieux. Alors, les gens feront l'exercice, allez voir Barack Obama au début de sa présidence et à la fin. Ça a duré 8 ans, mais moi, je pense qu'il a vieilli de 20 ans. Ben c'est des études intéressantes sur le stress et le vieillissement aussi, effectivement. Mais oui, j'ai vu ça que c'était un peu en marche d'escalier, effectivement. J'ai vu ces mêmes études-là, mais je trouve que c'est un sujet absolument intéressant. Puis, c'est dans l'histoire de l'humanité, encore une fois, c'est relativement récent qu'on puisse analyser tout ça. Là. Mm-hmm. Je veux dire, en 1842, là, on pouvait pas, on se posait pas ces questions-là. Non, parce qu'on mourait de toutes sortes de choses. Exact, mais là, on peut, en fait, on a le devoir de l'analyser. Dis-moi, une personne âgée pour une urgentologue, puis une personne âgée pour une directrice des services professionnels, est-ce que c'est pas les mêmes enjeux, évidemment? Est-ce que c'est même la même définition, à la limite, ou la même approche, ou... Ça ouvre ces deux tiroirs différents moi, je le vois dans comme ton cerveau. C'est une bonne question. C'est sûr que comme clinicienne, comme urgentologue, évidemment, j'ouvre le tiroir médical. Là. Fait que c'est les questions, le diagnostic, l'autonomie, avez-vous des gens autour de vous, marchez-vous avec une marchette, etc. Mais pour la directrice, c'est l'humain, mais pour le médecin aussi, c'est l'humain, mais c'est l'urgence étant la porte d'entrée du système, beaucoup au Québec. Moi, comme directrice, j'essaie beaucoup de voir comment je peux aider. Puis au CIUS Capitale Nationale, notre responsabilité n'est pas la porte d'entrée, souvent elle est la porte de sortie. Mm-hmm. Parce que c'est nous qui sommes responsables des CHSLD, des résidences intermédiaires, des unités de réadaptation. Fait que nous, on a la porte de sortie. Fait que moi, je trouve, c'est ce que j'aime du fait que j'ai ces deux visions-là, sont quand même interreliées et différentes. Puis à date, dans mon mandat de directrice, je pense que j'amène cette couleur-là beaucoup aussi à mes collègues quand on me dit « Ah, ben là, on peut pas admettre aujourd'hui » ou des choses comme ça. Je fais « Mais à chaque fois que vous refusez, il y a quelqu'un qui passe 24 heures dans un corridor à 88 ans, qui perd son autonomie. Il fait qu'il faut, les amis, essayer de travailler ça. » Tout le monde est d'accord. Tout le monde me dit « Bien sûr qu'on veut ça. » Mais là, c'est qu'il faut les outils pour le faire. Puis c'est là où il faut, oui, faire des changements de culture, puis aussi outiller les gens à pouvoir être plus facilement admis dans des unités quelconques et sortir de l'hôpital ou de l'urgence. Fait que c'est des tiroirs différents, mais qui sont vraiment reliés. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer.
Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ça ouvre la porte à l'enjeu de la fluidité hospitalière, qui est un petit peu ton dada. Oui. Donc, les gens comprennent difficilement parfois lorsqu'on dit les urgences, la suroccupation des urgences, mais le lien, tu me corrigeras, mais c'est le CHSLD de l'autre bout à l'autre bout, de façon quasi automatique. Puis on parlait des NSA, donc niveau de soins alternatifs. Oui. Si pour nos auditeurs moins au fait, tu résumais un peu tous les enjeux là, à partir du patient qui est couché sur une série à l'urgence, pourquoi est-ce qu'il ne monte pas? Oui. Puis... C'est sûr qu'on va parler de quelque chose qui est très hospitalo-centriste, puis c'est une des solutions, c'est justement d'éviter l'hôpital, mais mettons qu'on regarde une trajectoire hospitalière. Je reprends l'exemple que tu as mentionné il y a 2 minutes. Vous avez 82 ans, vous faites une chute accidentelle, vous étiez très autonome, vous vous fracturez la hanche, vous avez un besoin aigu de soins. Fait que vous arrivez à l'urgence, hanche cassée, on vous l'opère. Fait que l'orthopédiste vous opère la hanche, sauf que là, du jour au lendemain, vous étiez autonome dans votre maison, c'était déjà un petit peu limite, petit trouble de mobilité, etc. Oups! Là, le retour à domicile, ça ne fonctionne pas parce que la réadaptation avec la hanche est trop difficile, parce qu'il y a eu peut-être des petits ACV post-op. Bref, il peut y avoir des complications assez fréquentes. Puis là, donc une fois votre épisode aigu de fracture de hanche, puis une fois que on a soigné votre AVC, votre hypertension, etc., malheureusement, vous êtes plus apte à retourner de où vous êtes venu. Mm-hmm. Et donc, dans le jargon des hôpitaux, on appelle ça un NSA, le niveau de soins alternatif. Ça veut dire que médicalement, tout le monde s'entend pour dire que vous êtes stable, vous pourriez retourner à la maison, c'est juste que vous n'êtes pas capable de retourner à la maison. Et c'est là où il faut vous trouver un autre milieu de vie ou un milieu qui va être la transition vers peut-être le retour à domicile. Mais au lieu de prendre 3 jours, ça va prendre 3 mois. Mm-hmm. Ça, c'est ce bout-là. Combiné, il y a plusieurs facteurs. C'est qu'au Québec et au Canada, on a très peu de lits par 100 000 ou par 1000 habitants, là, comparativement à beaucoup de pays de l'OCDE. Ça, c'est connu. On n'a pas construit beaucoup d'hôpitaux pour différentes raisons. Le Québec ne fait pas exception. Fait que dès que tu augmentes le besoin aigu de soins en milieu hospitalier, comme on a un ratio faible, bien là, ça fait une surcharge. Fait que ça, c'est un problème. Mais en plus de ça, au Québec encore, on est dans les gens qui ont le plus de personnes âgées qui ne vivent pas à domicile, en CHSLD, en résidence intermédiaire, etc. On est dans les plus hauts pourcentages au Canada. Fait que là, tu as 2 goulots d'étranglement. Tu as le goulot hospitalier où il manque un peu de lit, puis tu as le goulot de sortie niveau alternatif où le domicile n'est plus une option. Puis là, il faut trouver ailleurs temporairement ou définitivement. Fait que c'est ça qui est compliqué. Mm-hmm. Quand on dit que l'urgence déborde, c'est que présentement, puis il y avait encore des papiers là-dessus, il y en a fréquemment dans les journaux, puis je suis contente qu'il y en ait parce qu'on ne parlait pas de ça il y a 5 ans. C'est le fait qu'un lit sur 4 au Québec, actuellement dans nos hôpitaux, c'est un usager qui est en niveau de soins alternatifs, donc il n'a pas besoin d'être à l'hôpital et il attend une porte de sortie. Et il utilise par le fait même un lit qui pourrait être utilisé pour faire de la chirurgie. Pour une hernie inguinale de 25 ans. Bien là, c'est des chirurgies d'un jour, mais quelque chose qui a besoin d'une hospitalisation brève ou quoi que ce soit, effectivement. Ou la pneumonie qui attend l'urgence depuis 2 jours. Tout à fait. Donc, dis-moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, le contexte d'urgence quand tu travailles. Trouves-tu ça facile d'amorcer une discussion sur l'intensité de soins avec un patient que tu viens de connaître, là, tu sais, ça fait quelques minutes, puis parfois, en clinique, parfois assez rapidement, on réalise que c'est la question centrale là, de est-ce qu'on est en niveau de soins A, donc niveau de soins maximal, ou... moi, je trouve pas ça toujours facile quand on connaît pas beaucoup les gens. On a peur de froisser, insulter à la limite. Oui. En fait, moi, je suis des trucs? Je suis très à l'aise. J'adore faire ça. Parce que dans ma tête, c'est mon devoir médical de le faire. C'est quoi ta phrase, disons, ta phrase d'entrée pour... Ben, en fait, puis là, juste pour que les gens comprennent, un niveau de soins, ça veut dire que moi qui arrive à l'urgence, qui est en arrêt cardiaque, en théorie, étant jeune et en bonne santé, vous allez me réanimer, faire un massage cardiaque, faire une défibrillation et essayer de me faire survivre coûte que coûte en me donnant tous les soins maximaux possibles et imaginables. Ça, c'est A. A. Ça, c'est A. C'est maximum. B,
c'est je vais vous donner des antibiotiques intraveineux, de la médication peut-être des fois bien poussée, peut-être même vous mettre sur un respirateur artificiel, mais si votre cœur arrête de battre, je le réanimerai pas, je vais vous le laisser mourir. Ça, c'est B. C. C, ça, c'est quand on donne certains traitements, mais on les limite. Souvent, on va dire qu'on ne donnera pas de médicaments qui vont, par exemple, faire augmenter la pression ou faire battre le cœur plus rapidement. On n'ira pas aux soins intensifs. On ne mettra pas sur respirateur. Par contre, si vous avez une pneumonie, vous avez besoin d'un peu d'oxygène, on va vous donner l'oxygène et les antibiotiques en espérant que ça prenne le bon bord, comme on dit en québécois. Et le niveau D, c'est qu'on ne donne aucun traitement pour faire survivre davantage et on va seulement dans le confort. Donc, si vous faites une pneumonie, je ne vous donne pas d'antibiotiques. Par contre, je vais vous donner de la médication si vous êtes embarrassé. Je vais vous donner des médicaments pour vous apaiser si vous êtes stressé. Et habituellement, niveau D, donc, on va aller vers la fin de vie. Elle peut être imminente ou pas. C'est sûr que mon billet d'urgentologue va te dire que souvent, ça va vite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les gens qui sont en phase terminale de cancer, en soins palliatifs, c'est des niveaux D souvent. C'est qu'on va aller vers la mort. Fait que ça, c'est les 4 niveaux qui existent au Québec, comme on les a définis. Puis tu as raison, c'est vraiment mieux. Moi, ça fait 12 ans que je pratique la médecine d'urgence. Quand je regarde avant et maintenant, même les patients âgés très malades, souvent, on n'avait aucune idée du niveau de soins. Et nous, on arrivait comme un cheveu sur la soupe en disant... Bonjour, voulez-vous être réanimé? Ça n'a comme pas de bon sens parce que le patient est tachycarde, le cœur bat vite, il fait de la grosse fièvre, il va pas bien. Notre expérience nous dit, je suis pas sûre qu'il va tourner le coin. Puis là, il faut avoir la discussion difficile avec le patient, sa famille, puis moi, je suis une parfaite inconnue et tout va mal. Fait que je suis d'accord avec toi, c'est tellement pas évident de le faire dans ce contexte-là. Mais comme je te dis, moi, je me fais un devoir. Puis de plus en plus, on se le cachera pas, la moyenne d'âge sur civière au Québec, elle est de 72-73 ans, si je me trompe pas. Fait que les usagers qui sont sur civière dans les urgences ont plus de 70 ans. Et une bonne proportion en ont plus que 85-90. Et une bonne proportion ont de la démence et sont pas aptes à consentir à leurs propres soins. Ça, c'est notre quotidien. Donc, à la question, comment j'approche ça? Souvent, quand c'est avec la famille, puis qu'ils sont pas capables, la personne n'est pas apte, là. C'est une démence sévère, qui attendait le CHSLD, qui tout d'un coup fait une pneumonie. Souvent, quand la famille est présente, puis là, j'essaie d'exiger qu'il soit présent, c'est pas toujours facile. C'est souvent la question, si Mme Tremblay, elle se voyait comme ça, là, qu'est-ce qu'elle dirait, genre? 99 fois sur 100, c'est elle voudrait jamais se voir comme ça. Puis là, c'est fait, OK, ça ne voulait jamais se voir comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme médecin? Est-ce que ça veut dire que je l'accompagne vers la fin ou vous voulez que je fasse tous les traitements pour prolonger sa vie? Puis là, souvent, juste d'avoir fait l'espèce d'analyse empathique de clairement, si j'étais à sa place ou si elle se voyait comme ça, elle ne voudrait pas être comme ça, c'est là où moi, je fais juste semer la petite graine pour que des fois, une semaine après ou quelques jours après, les gens disent je pense qu'on va laisser Mme Tremblay, ma soeur, ma conjointe, whatever, aller vers une fin de vie qui est digne, parce que c'est important de dire que c'est digne, puis on les soigne quand même, ces gens-là. Puis des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Des fois, je pose ces mêmes questions-là. Les gens sont justement froissés, trouvent que je suis inadéquate. Puis c'est correct, j'aurais été le bad cop, et mes collègues qui sont hospitalistes à ce moment-là pourront peut-être aussi faire cheminer. Puis des fois, on va tout faire. Mais là, ce qui est difficile de plus en plus pour toi et moi aussi, c'est le concept de futilité. C'est que, tu sais, nous, là, quand on regarde le Collège des médecins, notre code, le serment d'Hippocrate, c'est écrit qu'en théorie, on ne donne pas de traitement futile. Puis ça, pour de vrai, il n'y a personne qui t'a enseigné ça de façon directe et franche, moi non plus, puis c'est vraiment compliqué. Puis ça, ce bout-là, je le trouve très difficile dans le quotidien. Écoute, même la discussion, mettons, sur l'intensité des soins, parfois, j'ai l'impression qu'elle ne survient pas assez rapidement. Non. À l'urgence. Là. Exact. Souvent, il y a déjà beaucoup d'examens de fait, beaucoup de consultants, puis là, personne ne s'est posé la question encore. Moi, comme consultant en chirurgie, parfois, je suis même surpris qu'on soit demandé en consultation à l'occasion. Il me semble qu'on n'est pas très utile. C'est ce qui est dur d'être en première ligne pour, mettons, les médecins de famille. Peut-être que les médecins sont trop débordés à l'urgence, je ne sais pas, on n'a pas le temps d'avoir, je sais pas. Oui et non, c'est vrai que ça prend du temps, mais je pense qu'il y a un bout où on a une approche beaucoup plus protectionniste, où on veut pas, tu sais, je veux dire, on veut pas avoir de plainte, on veut pas perdre notre permis personne, puis souvent, malheureusement, l'approche, c'est d'en faire plus que moins, alors que peut-être d'avoir une approche humaine, discuter, puis que ce soit plus long, c'est tout à fait aussi adéquat comme soin,
Mais moi, j'entends dans le discours de mes collègues, comme DSP, quand j'écoute mes médecins, là, c'est beaucoup que les gens ont peur de se faire reprocher de ne pas avoir tout fait. Tu sais, la fameuse obligation de moyens, là, c'est malheureusement ça. Puis c'est là où ça prend un certain courage pour dire, je vais avoir la discussion avant d'aller faire la prise de sang, avant d'aller faire le scan, avant d'aller faire les milliers de tests. Mais dans mon expérience, souvent, on peut l'avoir, cette discussion-là, puis ça va bien. Paradoxalement, parfois, ça prend ces tests-là pour avoir la discussion. Exact. Donc, on est comme pris. Là. Exact, donc, c'est ça. Puis comme je te dis, quand la personne n'est pas apte à consentir, quand la personne est apte à consentir, elle a une idée claire, elle veut pas le test, puis c'est sa personne. Ce qui est difficile pour toi et moi au quotidien, c'est pas ces gens-là, c'est les gens, justement, qui sont tombés dans le coma à 88 ans. Là, la famille, il n'y a jamais eu cette discussion-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est délicat, là, puis que souvent, on surinvestigue, on surtraite. Mais en même temps, c'est que des fois, ça prend ce temps-là pour prendre les décisions. On va revenir au rapport que tu m'as soumis. Il y a certains constats donc, dans le rapport. Donc, au Québec, on en a parlé tout à l'heure, l'augmentation des besoins en soutien à l'autonomie. Donc, tu as parlé d'augmentation de 70% des besoins. Oui. En nombre d'heures, c'est comme incroyable. Encore là. C'est fascinant, hein? Donc, ce sont des millions d'heures annuelles additionnelles d'ici 2040. Une augmentation de 70% en soins infirmiers. 83 millions d'heures en assistance pour les activités de la vie quotidienne. Ça, c'est s'habiller, se laver pour ceux et celles qui se posent la question. Puis 132,4 millions d'heures de services de soutien pour les activités de la vie domestique. Donc, c'est je vis à la maison, mais je peux plus tondre mon gazon, je suis plus capable de faire mon ménage, je suis plus capable de faire mon lavage. Mais c'est ça, là. C'est ce qui nous attend demain matin, là. Puis évidemment, il y a toujours l'argent qui est en toile de fond. Donc, en termes de coûts, donc la projection du statu quo, quand on parle du statu quo, on parle de toutes choses étant égales. C'est-à-dire que présentement, de la façon qu'on fait le support à domicile, que ce soit soins infirmiers, préposés, soins domestiques, la façon qu'on le fait actuellement, si on change, quand je te disais qu'il faut modifier notre approche, là, mais si on la modifie pas, on fait juste rajouter de l'argent et des ressources, c'est 120% d'augmentation de coûts d'ici 2040. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On continue. Donc, je n'ai pas mis tous les constats. Donc, en termes de ressources humaines, donc, on parle encore une fois d'ici 2040. 2040, on en convient que c'est demain. C'est demain. Donc, 13 700 infirmières, 45 600 travailleurs en soins d'assistance. D'abord, le travailleur en soins d'assistance, c'est la première fois que je vois ce terme. On fait référence à quoi, disons? Est-ce que c'est un métier qui existe dans le moment ou c'est un amalgame, ça, d'un... C'est un amalgame. Préposé aux bénéficiaires, préposé à l'entretien peut être ça aussi. Tu sais, toutes les gens qui sont vraiment en mode assistance de l'humain, ça rentre dans ce secteur-là de travailleurs. Ce qui me fait penser que Dr Pajot, donc, que j'ai reçu, travaille sur un projet de recherche en domotique. Ben oui. Donc, j'ai adoré son expression, c'est permettre aux personnes âgées de rester à domicile en leur offrant un support... mais sans les enfermer dans une bulle technologique. Je trouvais que l'image était, j'adore ça. Était très bonne, donc tu pourras la réutiliser. Merci. Oui, tout à fait, je vais la réutiliser. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est j'ai eu la chance d'aller visiter le Danemark il y a 1 an et demi. Puis eux, dans leur analyse sur les besoins en ressources humaines, ils calculaient qu'en études postsecondaires, notre équivalent de postsecondaire, il faudrait que 50% des finissants soient dans le secteur de la santé pour arriver à combler les besoins de leur couple démographique, qui est moins intense que la nôtre, soit dit en passant. 50%. Ça veut dire que tu n'as plus d'ingénieurs, tu n'as plus de professeurs, tu mets quasiment tout le monde dans le secteur de la santé. Mais d'un point de vue d'économie puis de population, ça ne fonctionne pas. Puis de toute façon, c'est pas tout le monde qui va aller étudier en santé, c'est bien... Puis c'était tellement marquant comme discussion, puis comme j'ai fait « OK, pour de vrai », fait que on n'a pas dans le rapport de la commissaire, on n'a pas ces équivalents-là, mais c'est probablement la même chose en études postsecondaires, quand on regarde les chiffres, c'est probablement des ratios qui sont beaucoup trop grands et qui sont impossibles à combler. Un autre des constats que je n'ai pas inclus dans la petite présentation, c'est que les gens n'accordent aucune importance à la provenance ou au financement des soins. Oui. Privés, publics, en autant que les gens soient soignés. Exact. Ça a du bon sens. Puis c'est là où il va falloir être créatif, faire de l'innovation, la dogmatique,
Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup d'études sur... Tu sais, on pense que les gens ont peur de l'intelligence artificielle ou de la robotique ou des choses comme ça. Mais dans le fin fond, là, quand tu leur poses la question, mais vous, si demain matin, vous auriez un robot à la maison qui vous permettrait de rester à la maison, 100% des gens, ben, peut-être pas 100%, mais la grande majorité des gens vont dire oui. Moi, ça n'est pas obligé d'être un humain, ça peut être quelque chose qui me soutient pour que je puisse rester le plus autonome. C'est vraiment le concept d'autonomie qui est vraiment une valeur forte chez l'humain, peu importe son âge. Alors, quelles sont les solutions à long terme? On a parlé de domotique. Moi, je pense que pour avoir fait quelques entrevues avec Pierre Lavoie, oui, je pense, un des messages de Pierre Lavoie, puis sur l'enjeu là, des années où nous ne sommes plus en bonne santé, oui, mais on a une espérance de vie qui augmente, oui, il faut retarder l'entrée oui, dans le système de santé. Donc, exact. Moi, je pense que tout ça, moi, je reviens tout le temps au fait que ça doit commencer à l'école primaire, là, mais... ben, il y a plusieurs choses. On est en train de faire grandir des générations de gens qui sont en mauvaise santé. Donc, bref, ça, c'est mon opinion. Mais disons, toi, là, que peut-être que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais vois-tu quelles sont les solutions? Je veux dire, c'est en dedans de 15 ans, préparer ça. Là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand tu parlais des réseaux sociaux de LinkedIn et du tsunami gris, je citais un article du Lancet, qui est une revue scientifique reconnue dans l'univers de la santé, l'univers médical. Et l'article recense chaque secteur de la santé préventive pour diminuer la démence. Exact. Parce que l'article était spécifiquement sur le fait qu'il va y avoir 158 millions de personnes démentes en Occident d'ici quelques années. Et la démence mène vers... 2050. C'est ça, vers une non-autonomie. Hein? On parle d'être autonome. Là. Donc, et dans cet article-là, on dit que jusqu'à 70% des cas de démence pourraient être prévenus. Et c'est là où c'est sûr que je suis d'accord avec toi et avec Pierre Lavoie. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité des facteurs sont dans ce qu'on appelle le midlife. Donc, oui, il y a le volet enfance. Entre autres, les inégalités sociales, ça c'est clair. Les gens qui vivent dans des milieux défavorisés vont être plus à risque de démence plus tard. Mais si on regarde la vie adulte, c'est toutes des choses que vous allez me dire qui font du gros bon sens. Mais encore une fois, au niveau investissement, au niveau réflexion, réflexion, on a la réflexion. Mais priorisation, on parle de l'arrêt tabagique, ne pas boire excessivement, ne pas être sédentaire, éviter la perte d'ouïe, ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les gens qui perdent l'audition de façon prématurée sont beaucoup plus à risque de souffrir de démence. Ne pas être isolé socialement, qui est un fléau de plus en plus important avec la pandémie qui a comme accéléré le processus. Donc, tout ça fait que si on investit là-dedans massivement, on va avoir beaucoup moins de démence, donc des gens qui ne seront pas non autonomes rendus au dernier tiers de leur vie. Fait que ça passe par ce secteur. Ça, c'est comme pour moi une solution qui est le volet préventif. Il y a une autre solution qui est là, mon petit chapeau de gestionnaire que j'aime beaucoup, qui est de réorganiser la façon qu'on soutient l'autonomie. Je te donne des exemples concrets. Quand on regarde au niveau des innovations, en France, dans certains secteurs, les facteurs sont des gens qui vont aller faire du dépistage chez les personnes âgées pour voir s'ils sont seuls, s'ils sont bien à la maison ou des choses comme ça. Ça pourrait sauver Poste Canada qui est peut-être en train de mourir. Mais oui. Puis ces gens-là font déjà le porte-à-porte. Ils font déjà cette routine-là. Et c'est tout le concept. J'aime beaucoup le concept de communityship que Henry Mintzberg a écrit beaucoup. Le principe que si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit la communauté qui se soutiennent entre elles et que ce soit pas juste un service dans un réseau, un peu comme offre et demande, payé pour avoir... Il faut que ce soit vu comme on se tient ensemble. Moi, c'est ce que j'aime de mon petit quartier, là, c'est qu'on a des personnes âgées dans ma rue, mais tout le monde s'occupe un peu de tout le monde. Je suis allée porter des muffins à mon voisin qui m'a... Tu sais, on s'entraide. Puis moi, clairement, je suis plus en mode aller aider qu'avoir besoin d'aide, mais un jour, je vais peut-être en avoir de besoin, je le sais pas. Puis ça, je pense que de revoir comment tu sais, le fameux soutien à domicile, là, tu sais, le rapport, ce qu'il dit, c'est que si toute chose étant égale, c'est impossible. Il faut doubler le nombre de places en CHSLD en 17 ans. On ne peut pas construire le double de places en CHSLD. Ça n'arrivera pas. Et la dernière partie de solution, à mon humble avis, qui est beaucoup plus délicate, mais qu'il va falloir en discuter un jour, c'est tout le volet éthique de fin de vie, de comment on approche la fin de la vie. Tu
sais, on disait niveau de soins, futilité, etc. Moi, je crois que quand je regarde ça, là, puis je vais prendre mon expérience très personnelle, mais je regarde mes grands-parents quand ils sont décédés. Eux, quand ils sont nés là, en 1920 puis en 1930, ils ne s'attendaient pas à vivre 92 puis 97 ans. Là, je veux dire, c'est pas comme ça que c'était vu. Puis la mort était inévitable. Il y avait beaucoup de religions aussi. Dieu venait te chercher. Il n'y avait pas de solution. Les gens mouraient à domicile. C'est beaucoup les femmes qui s'occupaient du noyau familial. C'était très différent de 2 générations plus tard. Ça l'a complètement changé. Et quand je regarde, moi, mes parents, quand ils ont vu leurs parents décédés, clairement, ils ont dit « Moi, je me rendrai pas là. » 100% des gens, souvent, quand tu leur poses la question, ils disent « Moi, je me rendrai pas au point où je serai pas non autonome. » Je pense que les gens disent ça à 60, 55, mais notre perception de nous-mêmes change en vieillissant. Tout à fait. Tu as raison. Alors, mais je pense suis pas que certain de ça. C'est la même chose dans le sport. Là. On fait de la course à pied à 55 ans, puis on a l'impression qu'on court aussi bien qu'à 20 ans, mais finalement, quand on regarde la montre, on dit que ça marche pas du tout. Là. Oui, je te confirme, okay. J'ai le même problème. Bon. Mais ceci dit, même si tu as tout à fait raison, c'est facile de regarder le voisin, mais versus quand c'est toi qui es dans la même situation, c'est pas la même chose, je suis entièrement d'accord. Mais cette approche-là, tu sais, je veux dire, là, la loi sur l'aide médicale à mourir vient d'être modifiée, où on va pouvoir demander de façon anticipée de se faire administrer l'aide médicale à mourir, qui est pour moi, éthiquement, là, est comme soignante, là. Je regardais ça, puis je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Tu écouteras le podcast avec Dr Pajot. L'application n'est pas si évidente que ça. Ben non! Mais non, quand je te dis là qu'on n'a pas eu de cours, on n'a pas la vérité absolue comme professionnel de la santé, là, la futilité, la souffrance quand la personne n'est pas apte à le dire, mais qu'elle a dit il y a 2 ans qu'elle ne voulait pas souffrir. Mais ça, c'est capoté. Puis c'est ce que je te dis, l'approche de la fin de la vie, du vieillissement, où on a la maladie, pour moi, ça, je pense quand même que c'est des choses qui vont être très confrontantes. Puis ça, c'est pas un bout où j'ai une solution, là. C'est un bout où c'est un constat dans le quotidien où je vois les gens qui disent « je veux pas souffrir, je veux pas être non autonome, je veux pas ci, je veux pas ça ». Mais clairement, rendu là, peut-être qu'ils vont changer d'idée. Mais tout ça pour dire que ce bout-là, avec le nombre de personnes, tu sais, quand on montrait les chiffres en début de podcast, là, tu sais, la proportion de gens qui vont avoir 90 ans et plus là, en 2040, c'est fascinant. Mais c'est cette approche-là vers la mort, comment... J'ai pas de solution, mais clairement, ça va être quelque chose qui va être à discuter puis à regarder, autant au niveau des décideurs que du système. Mais oui, l'application de l'AMM, de l'aide médicale à mourir, de façon anticipée, pour moi, c'est un gros enjeu. Mon Dieu Seigneur, je me verrais pas faire ça. Comme humain, comme médecin. Puis j'ai un immense respect, puis c'est pas que je comprends le besoin de l'aide médicale à mourir, c'est pas ça le point, là. Mais du jour au lendemain, je mets sur mes épaules le fardeau de décider que j'administre. Ben, en fait, ce que Félix disait, c'est que ça va peut-être, dans bien des cas, s'apparenter au don d'organes. Ouais. Tout va être là, ça va être signé, on va arriver pour l'application. Mais à la fois les membres de la famille, parce que ça va prendre quelqu'un qui déclenche le processus. Ben oui. Puis qui dit, écoutez, mon père vient d'atteindre les critères qu'il avait mentionnés. Ah, mais c'est pas tout à fait ça, dans le fond, parce qu'il avait dit quand il ne reconnaîtrait plus les siens, mais il reconnaît son fils, mais il reconnaît pas sa fille. Écoute, ça va tellement donc, être délicat. Il reconnaît son fils une semaine sur 2. Oui. Puis là, l'incontinence urinaire, comme disait Félix, l'incontinence urinaire, il y a des femmes qui en souffrent pour des raisons purement qui n'ont pas rapport médicales, avec la... Exact. Qui ont rien à voir avec la démence. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca.
partneuro.ca. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu culturel au Québec? Là, tu me parlais du Danemark ou d'autres systèmes que tu as pu étudier dans le fait de vieillir. Tu parlais de mourir à domicile. Moi, mes parents sont décédés. Moi, je te dis culturellement, moi, là, puis je me serais pas vu m'occuper des soins physiques de ma mère, tu sais, je sais pas, là. Je me serais pas vu faire ça. Donc, ça crée un blocage. Là. C'est sûr que j'aurais peut-être eu les moyens pour payer quelqu'un, mais il en vient quand même à un moment donné où tu es dans l'intimité de la personne. Là. Ben oui. Tu sais, donner, moi, les gens... donner le bain à mon père, là, je me voyais pas faire ça. Je sais pas, il y a quelque chose de culturel. Peut-être pour ça peut-être pour ça qu'on est tous en CHSLD, tu vas me dire? Ou Ben, en fait, oui, je pense que les noyaux familiaux, tu sais, mettons, on prend des exemples, j'ai parlé du Japon, l'Italie, tu sais, où les trois générations souvent sont dans la même unité familiale, ce qui n'est pas le cas du tout au Québec. Puis effectivement, de dire, je vais, mettons, arrêter de travailler pour aller m'occuper de mes parents qui sont maintenant non autonomes, culturellement, c'est vrai il y en a qui le font, puis c'est exceptionnel, là, mais majoritairement, c'est, ben non, je vais continuer à travailler, puis je vais payer pour que quelqu'un donne le soin. Puis effectivement, il y a un bout aussi, des fois, c'est culturel, où je me vois pas faire ça avec mes parents, mais je pense que c'est une partie de la réponse. Je pense qu'il y a un bout dans notre culture où ce n'est pas comme ça. Puis ça donne ce que ça donne. Ça dit une plus grande pression sur le système public en général, où on a besoin d'un système public extrêmement fort, extrêmement large pour donner des soins à toute cette population-là. Tu as raison. Mais ça ne remplace pas la proximité de la famille. Ça ne remplace puis en fait, pas, ça remplace, ça met d'autres enjeux. Là. Souvent, les familles de nos jours, je pense, tu me corrigeras, peut-être que les proches ont moins confiance lorsqu'un parent est en CHSLD, à cause de certaines histoires qu'on entend, là, les caméras qu'on peut mettre dans les chambres où les gens se rendent compte. Puis c'est valable aussi pour les parents qui ont des jeunes enfants en famille d'accueil. Ils doivent surveiller s'il n'y a pas de l'abus physique ou... Écoute, on fera un autre podcast là-dessus, mais moi, je pense que le fait qu'on a tellement accès à une information maintenant à peu près infinie, avant, il devait avoir malheureusement de la maltraitance puis des histoires d'horreur il y a 30, 40, 50 ans. C'était juste pas rapporté. On le savait juste pas. Puis là, maintenant, on est en train de le balancer de l'autre côté où là, moindrement qu'une petite affaire qui marche pas, il y a une caméra, on est au courant, ça fait un article dans les réseaux sociaux. Moi, comme humaine, je peux aller écrire que ça n'a pas de sens, qu'est-ce qui s'est passé, les spotted de ce monde où au Tim Hortons, ils m'ont pas mis la bonne chose dans mon sandwich, puis ça n'a pas de sens. Je veux dire, on rapporte tout et rien dans... Fait que là, c'est comme si on avait trop d'informations, puis évidemment que le lien de confiance se brise. C'est bien normal. On devient tous un peu paranoïaques, stressés et anxieux de se dire « Mais mon être cher, je veux pas qu'elle soit maltraitée », puis c'est normal. Tout à fait. Fait que c'est... Moi, je pense que ce bout-là de comment gérer l'information infinie, là, le cerveau humain, puis peut-être que nos enfants vont être meilleurs que nous. Nous, on est de la génération où on a comme migré d'un côté vers l'autre. Mais ça, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas encore géré et gérable. Là, parce qu'à l'urgence, l'anxiété est la raison numéro 1 pourquoi les gens consultent. Maintenant, tu sais, j'ai pas pris de chance, j'avais une douleur dans la poitrine, je suis venue, mais c'est une bonne chose qu'on veut éliminer les infarctus, mais ça met une pression importante parce qu'il y a une bonne proportion de tout ça que j'ai lu sur Internet que je suis stressée, j'ai eu tel symptôme, je suis venue vérifier. Ce bout-là que l'information infinie fait que les gens s'auto-analysent, s'auto-diagnostiquent et viennent consulter, ça met aussi une pression énorme. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je te dis, c'est fascinant quand même. Moi, ça me renverse à chaque fois que j'y réfléchis. Avant de conclure, tu avais amené une lecture de chevet. Oui! Est-ce que tu voulais me la Oui, ça a été ma lecture de l'été. J'en ai parlé à beaucoup de mes collègues. Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui veut comprendre, qui veut analyser, qui veut vraiment... C'est correct de faire des erreurs, puis c'est correct de se dire, j'ai fait une erreur, puis il faut que je comprenne. Puis ce livre-là, c'est un peu ça. Puis le titre est quand même accrocheur. Donc, ça s'intitule « Stupidité, erreur et apprentissage vers des organisations apprenantes en santé et en services sociaux ». Mais c'est vraiment... C'est pas une satire, là. C'est très bien documenté avec d'excellentes études, mais c'est une analyse sur
pourquoi on en est rendu là, pourquoi il y a des décisions qui se sont prises qui, malheureusement, ont pas tendu vers le meilleur, mais plutôt vers un statu quo ou vers le pire. Puis moi, je prends ça avec un grand grain de sel, puis encore une fois, là, j'ai l'impression de choquer en permanence quand je parle, puis c'est pas mon objectif, vraiment pas, mais c'est d'être transparente, je pense. C'est beaucoup ça, mon objectif dans la vie. Puis ce livre-là, là, il est très transparent, puis moi, il m'a donné plein de conseils pour, autant dans tous mes chapeaux. Écoute, je l'adore. C'est certain que je vais le lire, donc je l'ai noté. Écoute, on conclut avec la petite baguette magique habituelle, donc... notre DSP du jour, ou peut-être comme médecin urgentiste, qu'est-ce que tu changerais dans le réseau de la santé par magie? Quand on s'était vu la première fois, je t'avais dit que je voudrais des données fiables et de qualité. Malheureusement, cette baguette magique-là n'est pas apparue entre-temps. Donc, j'ai encore ce souhait-là, je pense, d'être capable de... En fait, non, c'est pas vrai. Si j'avais une baguette magique, je ferais comme Doctor Strange dans Marvel, là, je reculerais dans le temps. OK. Je pense que je reculerais d'environ 40-50 ans. Je prendrais des décisions un peu différentes. Je mettrais justement, comme beaucoup de pays européens, des bases de données unifiées. Ah, oui. On aurait un seul identifiant pour chaque humain qui sont au Québec. Je pense que c'est ça. Fait que ma baguette magique, ce serait de reculer dans le temps pour structurer les choses différemment, ce qui ferait qu'aujourd'hui, on aurait de la technologie, on aurait de la donnée, puis on aurait un système qui supporte davantage nos humains. Nos humains, ils travaillent fort dans notre système, puis des fois, sont un peu dépourvus. Oui, je pense que je ferais ça, je reculerais dans le temps. Ça revient à ce que je disais. J'ai reçu Dr Antoine Groux en entrevue, puis on aurait plus de science dans la politique. Oui! Peut-être moins de politique dans la science. Ah, c'est très bien dit. Tu peux l'utiliser aussi. Oui, écoute, j'ai pris des notes. Une rencontre de rêve ou... Ah, une rencontre de rêve. Hey, c'est une bonne question, ça. Ces temps-ci, puis je sais que tu as aussi fait l'entrevue avec Dr Julie Allais. Moi, j'aimerais bien rencontrer de ces premières femmes qui sont allées à la faculté de médecine, Irma Levasseur, des choses comme ça. Ça prenait tout un front de bœuf, je pense, pour être capable de décider d'aller à l'université envers et contre tous. Je pense que ce serait une rencontre que j'aimerais faire. Irma Levasseur? Oui, on réanimait, ressusciter des morts, là, certaines femmes qui ont réussi des choses extraordinaires, ouais. Je termine un roman à son sujet, puis c'est une personne qui a connu d'abord, qui a terminé sa vie un peu dans l'abandon. Ah oui? Puis j'ai l'impression que c'est une mentalité qui pouvait s'apparenter un peu à une missionnaire ou Mère Teresa un peu. Ah oui? Le sentiment que j'ai, mais je la connais. Mais là, moi, je la connais pas. Je t'ai nommé ce nom-là, mais c'est juste de... Je trouve ça impressionnant, les pionniers. Je pense oui, tout à fait. Puis les femmes pionnières, c'est une catégorie, mais les pionniers en général qui ont décidé d'envers et contre tous de faire quelque chose qui n'était pas dans le courant du tout, c'est quelque chose qui m'impressionne grandement. Mais elle, à l'époque, grandement. ne pouvait pas pratiquer la médecine au Québec. Ben donc, elle était travaillée en Europe, travaillée à New York. Ça a pris l'intervention vraiment... une intervention politique pour lui donner le droit de pratiquer la médecine. C'est fascinant. Quand même. Puis ça fait pas 300 ans. Là. Ben, en fait, c'est l'autre chose, c'est que c'est une histoire récente. Là. Exactement. Ça fait pas si loin que ça. Est-ce que tu supportes une fondation, une cause ou... Je supporte... En fait, compte tenu que tu as changé d'affiliation, je me dis peut-être. Non, okay. Écoute, je suis toujours Centraide, la Croix-Rouge, mais vu qu'on parlait beaucoup de personnes âgées aujourd'hui, il y a quand même à Québec la Fondation Âge qui travaille avec tout le volet communautaire, la gériatrie sociale. Je pense que ça pourrait être intéressant d'aller voir... La Fondation Âge. Oui, d'aller voir qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça vraiment bien. On va aller voir ce qu'ils font. Alors, Élise, ça complète très bien l'entrevue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.